Hola guripas. Hoy vamos a conocer una de las primeras construcciones del muro del Atlántico en Francia, la batería de Asheville. La segunda batería del Regimiento de Artillería 1261 es más conocida por el pueblo donde se levantó, Asheville. Su historia está ligada a la batería de Chris Beck, no solo porque ambas cubrían el sector de Utah Beach, sino porque la de Asheville fue construida tan en el interior que no contaba con visión de la costa, por lo que el puesto de corrección de tiro y su comandante, el capitán Hugo Treiber, se encontraban en la batería de Chris Beck. Salut Oscar. Hola Mathieu. Tu en penses quoi de ces peintures? Parece una casa normanda en ruinas. Voilà, c'est ce que les soldats ont voulu imiter avec ces peintures de camouflage. Alors avec les bombardements très fréquents sur tous les ouvrages du mur de l'Atlantique, les Allemands étaient contraints de dissimuler un maximum les chantiers et les blocos. Donc, les soldats allemands sont arrivés ici dans le village d'Asheville en décembre 1941 et les travaux ont commencé en janvier 1942 et n'étaient pas tout à fait terminés en juin 1944 au moment du débarquement. Ils se sont installés tout près du village, ils ont réquisitionné les maisons proches de la batterie pour loger les troupes et l'état-major. Assez important pour les Ashevillais puisqu'ils se rappellent beaucoup de cette période. Le fait d'avoir une garnison de 170 soldats à côté d'un tout petit village de moins de 100 habitants, forcément ça a marqué les esprits. ¿Es original? ¿Es una reproducción? Alors ils ne sont pas originales, malheureusement il n'y a plus que la petite partie sur la poutrelle métallique qui est originale, autrement tout le reste a été refait à l'identique à partir de photos d'époque qu'on a retrouvées dans les archives américaines, dans des photos prises par les soldats allemands ou par les habitants du village. Mathieu, esto es un poco estrecho, ¿eh? Oui, c'est étroit, oui. On a déjà d'ailleurs pas mal de gens qui font demi-tour, qui sont un peu claustrophobes. C'est vrai qu'il y a à peu près 350 mètres de souterrain, donc c'est un vrai labyrinthe. Et moi-même, ma première visite par exemple, j'ai eu un peu de mal à trouver ma route. Y para ti esto es bajo, ¿eh? Oui. La sensación de recorrer tantos metros de galería subterránea es única. Pero mejor, por si acaso, volvamos al exterior. Tu sais, en Normandie, avant le débarquement, c'était plutôt calme, à part quelques bombardements. Il ne se passait pas grand-chose, comparé par exemple au front de l'Est, en Russie, où les combats étaient très durs. Donc les soldats qui étaient affectés en Normandie, à Asheville par exemple, s'ennuyaient un peu. Donc ils avaient essayé de tuer le temps en se trouvant quelques distractions. Par exemple, est-ce que tu sais où est-ce que tu te trouves en ce moment? Non. Ben là, tu es à l'emplacement de la piscine des Allemands. Salgo de la piscina. Voilà, donc c'était une réserve d'eau à l'origine et les Allemands s'en servaient comme piscine. Alors, ils étaient même allés jusqu'à peindre sur le mur de cette casemate le ciel bleu avec le soleil et la mer. Donc la vue qu'ils n'avaient pas sur la mer, ils s'étaient représentés sur la casemate. Alors il y avait aussi un terrain de foot dans le champ derrière la casemate. Et puis de l'autre côté de la route, il y avait un grand baraquement que les Allemands appelaient le casino. Alors le casino, c'était ce que nous on traduirait par la salle des fêtes. Donc c'était un grand baraquement en bois qui n'était pas très joli d'extérieur, mais à l'intérieur c'était assez luxueux puisqu'il y avait 2 pianos, il y avait un bar, des tables et des chaises, une scène de théâtre où les soldats pouvaient faire des spectacles. Et donc ces soldats allemands s'y retrouvaient très fréquemment pour faire la fête, oublier un petit peu les malheurs de la guerre. Hoy en día, las paredes desnudas de los refugios subterráneos de la batería son de los pocos vestigios que quedan de la presencia, durante cerca de 3 años, de los 170 soldados de la guarnición. Après la guerre, donc la batterie d'Asheville, les tranchées ont été rebouchées par l'armée américaine et par des entreprises françaises aussi pour que les champs puissent à nouveau servir pour l'élevage des bovins. Et donc le site est resté à l'oubli comme ça pendant près de 50 ans, puisque c'est seulement en 1994 qu'il a été acheté par le Conseil général pour être réaménagé, réhabilité. Donc les souterrains ont été dégagés,
la direction des sites et musées a décidé de ne pas présenter d'armes, de ne pas présenter de mannequins, de matériel, pour laisser le site dans son état brut, pour en faire un peu un site de mémoire et quelque chose de finalement assez différent de ce qu'on peut voir dans les sites du débarquement. Les canons ont été récupérés par l'armée française dans les années 50, qui les a revendus à des ferrailleurs. Comme beaucoup de matériel, pratiquement tout le matériel de la batterie, hein, les portes blindées, tous les téléphones, tout a été récupéré après-guerre par les ferrailleurs. Voilà pourquoi on n'a plus que le béton dans cette batterie. Ni falta que hace porque la verdad el museo es impresionante. La batería se componía de 4 cañones Schneider de 105 milímetros de calibre, un modelo del ejército francés de la Primera Guerra Mundial. Tras el armisticio de 1940, pasaron a manos alemanas y, al igual que con otras armas capturadas por toda Europa, se destinaron al muro del Atlántico. Para su defensa, desde aquí se llegó incluso a disparar sobre la vecina batería de Crisbeck, para ayudarla a repeler un ataque aliado. Ambas baterías estaban cercadas por la 4ª División de Infantería de los Estados Unidos, proveniente de Utah Beach. Alors, il va se passer un événement important dans la nuit du 7 au 8 juin. C'est l'arrivée d'un obus tiré par un cuirassé, un bateau américain qui s'appelait l'USS Nevada, tiré à plus de 20 km, qui va réussir par hasard à entrer dans la chambre de tir, sans toucher le canon, à transpercer le mur, rebondir sur le sol, passer par une fenêtre, zigzaguer dans le couloir et ressortir à l'extérieur. Il va traverser entièrement la casemate. ¿Podemos verlo? Oui. Vamos. Alors dans cette pièce, on est dans un abri pour le personnel. Et au moment du passage de l'obus du USS Nevada, donc c'était des très gros obus, hein, du 356 mm, il y avait une quinzaine de soldats qui étaient ici, qui se pensaient être à l'abri avec les portes blindées. Malheureusement, l'obus a traversé entièrement la pièce et par le souffle a tué la quinzaine de soldats qui étaient dans cet abri. Donc voilà, l'obus il est sorti par la petite porte. Et il a terminé sa course à peu près ici, là, à l'emplacement de cette stèle. Il a été enterré, il y est resté bien longtemps après la guerre, puisqu'il a été retrouvé qu'en 1994, 50 ans après le débarquement. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acaba la historia del obús? Alors à l'époque, donc les gendarmes et les démineurs l'ont emmené pour le faire exploser, pour le détruire. Alors c'est peut-être dommage, hein, je ne suis pas démineur, mais il aurait peut-être pu être désamorcé pour pouvoir rester ici sur le site, pour être présenté au public, parce que c'était quand même une pièce historique, c'était grâce à cet obus que les Allemands s'étaient rendus à Asville. El bombardeo naval del USS Nevada minó considerablemente la moral de la guarnición alemana. Finalmente, el día 9 de junio, el teniente alemán Kathnik, que en ausencia del capitán ejercía de comandante, rindió la batería para evitar más pérdidas. El asedio de la infantería aliada, con el apoyo de tanques, es visible en los muros de las casamatas de la batería. Mathieu, estamos saliendo por el mismo sitio que salieron los alemanes cuando se rindieron. Oui, on pense que c'est ici qu'est sorti le lieutenant Kathnig le 9 juin 1944, protégé par un prisonnier, un parachutiste américain, accompagné du reste de ses hommes, donc pour se livrer aux soldats américains. Mathieu, muchas gracias por la visita, nos ha encantado. Y hasta aquí el capítulo de hoy, Guripas. Nos vemos en el siguiente.